Boker Tov, il est 8 heures très exactement. Il est 8 heures très exactement. Nous allons nous mettre en place pour vous présenter cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques secondes par les grands titres de la matinée. Nous sommes, il faut le rappeler, le 27 novembre 2017, le 9 qui se lève, 5778, Daniel Haïk au micro, Michael Ankerman est à la technique ce matin, donc heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité qui va nous conduire également vers une discussion avec l'ambassadeur François Zimré, l'ambassadeur de France au Danemark, qui fut ambassadeur itinérant chargé des droits de l'homme, un sujet qu'il connaît parfaitement et dont il a parlé hier dans le cadre du cycle de conférences du campus francophone du Collège supérieur de Natania sous la présidence de Claude Breitman. François Zimré sera notre invité, l'invité de la rédaction, à partir de 8h10 ce matin. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le Rav Yosef Matuzov, qui est le Shaliach Chabad de Toulouse, également l'un des leaders du mouvement Lubavitch en France et qui est de retour du Kinous mondial des émissaires du mouvement Lubavitch qui s'est tenu la semaine dernière à New York. Nous serons donc en ligne avec lui à partir de 8h45. Tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce matin à l'issue d'intenses consultations entre le Premier ministre et les responsables des partis orthodoxes, en particulier le judaïsme unifié de la Torah. La crise provoquée par la démission du ministre de la Santé publique Yaakov Litzman a été résolue. Hier soir, il a été décidé que le statu quo en matière de religion ne serait pas modifié et que plusieurs projets de loi ou de décisions qui devaient modifier justement ce statu quo ne seront pas mis en application. Par exemple, la loi municipale permettant l'ouverture le Shabbat de Superet est validée par la Cour suprême, on s'en souvient, il y a quelques mois à Tel Aviv, ne sera pas mise en application dans d'autres villes pour l'instant et c'est le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence le leader du parti chasse, Ariel Deri, qui disposera désormais de l'autorité nécessaire pour ouvrir ou non de nouvelles supérettes dans d'autres villes du pays. Parallèlement, les tentatives de mettre fin au match de football durant le Shabbat seront stoppées, donc le Shabbat restera le jour privilégié pour, on pourrait le dire, le très médiocre championnat d'Israël de football. Dans l'arrangement conclu hier soir, une clause plutôt floue figure: la circulation des trains en semaine ne sera pas affectée, ce qui laisse sous-entendre que certains travaux d'aménagement des voies ferrées, qui sont à l'origine, on va le dire, de cette crise au sein de la coalition gouvernementale, pourront se poursuivre le Shabbat. Autre clause dans cet accord, les travaux d'aménagement des voies ferrées tiendront compte, je cite, de la tradition juive, une clause, là encore, relativement floue. Enfin, un amendement à la loi fondamentale sur le gouvernement sera voté afin de permettre à Yaakov Litzman de redevenir vice-ministre de la Santé publique, mais avec l'intégralité des fonctions et prérogatives d'un ministre. D'ailleurs, hier soir, Yaakov Litzman a publié un communiqué dans lequel il a pris soin d'affirmer qu'il ne reprendra ses fonctions qu'après que les lois prévues donc dans cet accord, ces lois dont je viens de vous parler, auront été mises en application, votées et mises en application. Les observateurs affirment que le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a réussi avec cet accord à préserver l'essentiel, à savoir sa coalition gouvernementale reste solide et il a évité tout risque d'élections anticipées. D'ailleurs, et ce n'est peut-être pas un hasard, la chaîne 10 de la télévision israélienne a rendu public hier soir un sondage qui fait état d'un léger affaiblissement du Likoud qui passerait à 24 mandats par rapport aux 26 mandats recueillis dans le précédent sondage de la chaîne 10. Par contre, Yair Lapid et son Yesh Atid se renforcent considérablement et obtiennent également 24 mandats. Donc le Yesh Atid se hisse au même niveau que le Likoud et il est probable que la crise autour du Shabbat ne soit pas étrangère à ce score. Quant au camp sioniste, il n'obtient que 17 mandats. Le foyer juif, lui, se doterait de 12 mandats. La liste arabe, 11 places à la Knesset. Moshe Kahlon et son parti Kulanu, 9. Le judaïsme de la Torah, 7 mandats et surtout le parti chasse qui ne passerait que de justesse le seuil d'éligibilité avec 4 petits mandats seulement. Le parti Meretz aurait 7 mandats et 5 à Israël Beiteinu. Avec de tels résultats, on comprend mieux, affirment ce matin les observateurs, pourquoi les partis orthodoxes et le parti chasse en particulier, ainsi que le Likoud, ne souhaitent pas vraiment qu'il y ait aujourd'hui des élections anticipées.
Sur le plan régional, un officiel arabe très haut placé aurait cité une source israélienne et affirmé à un journal koweïtien qu'Israël réagira si l'Iran devait agir en Syrie à proximité de la frontière israélo-syrienne. Et en marge, selon certaines sources, Bachar el-Assad aurait affirmé lors de sa rencontre la semaine dernière avec Vladimir Poutine à Sochi qu'il pourrait accepter la démilitarisation d'une zone d'une largeur de 40 km à partir de cette frontière israélo-syrienne et à l'intérieur du territoire syrien. Si cette information devait se confirmer, ce serait là un développement intéressant et important pour Israël. Et puis la Jordanie veut savoir si Israël est intéressé à poursuivre son partenariat avec elle dans la construction du fameux canal des deux mers qui doit relier la mer Rouge à la mer Morte. Le ministre de l'eau jordanien, Hazem Al-Nasser, a transmis hier à Israël la position de son pays à ce sujet et a précisé que les deux pays négocient actuellement l'avenir de ce projet. Il faut souligner que ces 2 dernières semaines, l'État d'Israël avait sous-entendu son intention de reporter la mise en application de la première phase de ce projet grandiose et avait même envisagé de l'annuler tout simplement tant que la Jordanie ne permettrait pas la réouverture de l'ambassade d'Israël à Amman, une ambassade qui, je vous le rappelle, a été fermée après les événements qui s'y étaient produits il y a plusieurs mois. Or, la Jordanie affirme que l'ambassade ne sera pas réouverte à Amman tant que la justice israélienne n'aura pas inculpé l'agent de la sécurité qui est soupçonné d'avoir abattu 2 citoyens jordaniens dans un appartement donc proche de l'ambassade, et ce après s'être senti, selon lui, menacé. Les Jordaniens exigent également que l'ambassadrice d'Israël à Amman, Einav Schlein, ne revienne pas en Jordanie. La météo pour terminer ce premier journal, le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà pour cette première partie de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve avec l'invité de la rédaction qui, comme je vous le disais, est aujourd'hui l'ambassadeur François Zimré.